Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes vendredi et c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes avec déjà des tabloïds dans les kiosques. Vous pourrez également faire un tour et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression, par exemple, parle de la crise diplomatique. Le Cameroun dans son propre piège, c'est le grand titre du journal. Achille Mbembe, Dieudonné Somba et Ile Kamga démontrent comment le Cameroun ne doit se prévaloir que de sa propre turpitude. C'est le titre du journal avec des explications à découvrir dans le journal, dans le dossier de la page 5 à la page 8, et puis de légitimes préoccupations et de fausses querelles, c'est ce qu'on dit également dans le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal parle des deniers publics avec un complot attribué à Ousmane May, qui préoccupe notamment la CONAC. L'on apprend d'ailleurs que logé à la Société Générale à Paris, il est pourvu donc d'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Le compte donnant donc aurait été découvert lors d'une enquête menée dans les comptes de l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est à découvrir en page 2 du journal, la nouvelle expression qui parle également de l'affaire Manche BBC et compagnie. Le verdict sera connu ce jour à Yaoundé. Le tribunal militaire de Yaoundé se prononcera sur la peine infligée donc aux 7 prévenus reconnus coupables. C'est en page 3 de la nouvelle expression de ce matin. Le journal du Sahel qui est dans les kiosques s'intéresse à autre chose. Le journal s'intéresse donc à l'actualité et parle bien entendu de ce qui est prévu, notamment de l'AFD Cameroun, 22 milliards de francs CFA pour développer Marois, c'est le grand titre du journal. Et là, on découvre tout cela dans le numéro de ce matin qui parle également de la presse privée au Cameroun, comment l'État maintient les entreprises dans la précarité. C'est l'autre titre également que vous pourrez lire en page 2 du journal Les du Sahel de ce matin. Et puis Info Matin parle de divulgation des secrets de la gendarmerie, le rappel à l'ordre de Galax et Toga dans un message fax signé le 17 mai dernier. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie met donc en garde contre les violations du secret professionnel et du devoir de réserve au niveau de la gendarmerie nationale. C'est à lire dans le journal en page 3. À lire également dans le numéro disponible dans les kiosques. On parle aussi des financements avec 37 milliards de francs CFA pour le développement des infrastructures. Le Minipat Alamine Ousmane May a signé hier en Corée du Sud 3 accords de prêt pour la construction du pont sur le Logon et Chari et l'électrification même de cette localité. C'est à découvrir en page 3 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Un autre journal, bien sûr, d'autres sont disponibles dans les kiosques. Se fait un tour simplement et être au parfum de l'actualité de ce matin. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Nebo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Et bienvenue. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. La nouvelle expression qui revient sur le sujet et parle donc du Cameroun qui a été pris dans son propre piège parlant de la crise diplomatique. Achille Mbembe, Dieudonné Somba, Ile Kamga démontre comment le Cameroun ne doit que se prévaloir de ses propres turpitudes. L'affaire fait le chou gras de la presse depuis quelques jours, c'est-à-dire la sortie un peu malencontreuse de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui a cru devoir rappeler un tout petit peu certains principes démocratiques au président de la République du Cameroun après qu'il ait reçu en audience au palais de l'Unité. Ça fait les choux de la presse et il y a eu des diverses positions qui ont été prises, qu'on soit du camp gouvernemental ou alors du camp de l'opposition. Le camp gouvernemental, bien sûr, certains ont pris fait et cause pour le Cameroun en disant que le Cameroun n'a pas de leçon à recevoir des pays étrangers, notamment des États-Unis. Et il y a eu une sortie d'ailleurs du ministre de la Communication qui a effectivement abordé dans ce sujet. Il y a par la suite eu également ce communiqué du ministre, le jeune Belamela, qui a même d'ailleurs rencontré l'ambassadeur en question. L'ambassadeur, voilà, qui l'a convoqué et a également rendu public un communiqué qui allait dans le sens de celui du ministre de la Communication. Donc, de l'autre côté, il y avait également certaines personnes qui estimaient que bien évidemment, les États-Unis ont dressé un constat qui est un constat juste et que la question de l'alternance au Cameroun n'était pas une question taboue. Dans cette même lancée, il y a eu la sortie de M. Achille Mbembe, Dieudonné Somba et Ile Kamga, qui a été repris par nos confrères de la nouvelle expression qui estiment que le Cameroun ne récolte que ce qu'il a sémé et qu'il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, comme pour dire que le Cameroun lui-même a sémé les graines de ce que les États-Unis constatent aujourd'hui. Donc je pense que ce sont des sorties à lire et qui donnent à réfléchir. En conclusion, on dira que
D'un côté, il y a les pôles gouvernementaux qui pensent que les États-Unis n'ont pas à s'ingérer dans les affaires du Cameroun. Et de l'autre côté, il y a une certaine opinion opposante qui pense que le Cameroun, bien évidemment, devrait déjà mettre sur la table la question de l'alternance au pouvoir ou de la transition et que la sortie de l'ambassadeur du Cameroun est opportune et justifiée. Très bien, on va faire le tour de quelques tabloïds. En tout cas, il y a également Émergence, c'est le quotidien privé bilingue qui parle de l'affrontement Yaoundé-Washington. Et à la une, Donald Trump peut-il forcer Paul Biya à quitter le pouvoir? Bien, je pense que ce n'est pas encore un affrontement parce qu'on n'a pas encore frôlé l'incident diplomatique. Le fait que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun soit rentré aux États-Unis. Donc, on estime que simplement le ministre Lejeune Bella aurait fait des injonctions à l'ambassadeur. C'était la démarche diplomatique à effectuer. Sinon, le Cameroun allait être présenté comme un État très faible qui ne sait pas déblayer le terrain diplomatique face à une situation telle qu'elle a été présentée par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. On a convoqué ce diplomate qui, selon moi, n'a pas été diplomatiquement correct parce que je pense quand même qu'il y a la Convention de Genève dans son article 41 qui dit que les diplomates ont un certain droit de réserve et M. Balerin a péché en violant tout simplement cette Convention de Genève et il était de bon droit pour le Cameroun de le convoquer et de lui rappeler ces sacro-saints principes de la diplomatie qui veulent qu'un État ne s'ingère pas non seulement dans la gestion des affaires de notre pays mais qu'il y a une certaine posture à adopter lorsqu'on représente un État comme les États-Unis dans un autre pays. Vous savez qu'il n'a seulement pas parlé, il y a des limites bien évidemment. Vous savez qu'il n'a pas seulement abordé sur le sujet de l'alternance au Cameroun. Il a parlé des forces de défense. Voilà, il a également parlé des exactions qu'auraient commis des forces de défense et de sécurité du côté de l'extrême nord et du côté des régions anglophones. Je crois que c'est extrêmement grave pour un ambassadeur, mais je pense que ça ne vient que confirmer bien évidemment la réalité sociopolitique au Cameroun. Il y a une question de l'alternance qui se pose bien évidemment et je crois qu'avec la dernière sortie du ministre de la Défense qui a rappelé à l'ordre ses troupes lorsqu'on a arrêté un certain général de l'Ambazonie qui était séquestré, il a rappelé ses militaires à l'ordre. Donc cette réalité existe aussi. Donc je pense que même si on peut trouver un peu boiteuse la sortie du plénipotentiaire américain, c'est quand même une réalité qui existe et ce sont des sujets qu'on ne saurait aujourd'hui éluder dans le débat politique de notre pays. Est-ce que c'est pas parce que le Cameroun tend toujours la main aux États-Unis que l'ambassadeur peut également se permettre ce qu'il a fait? Bien, je vais peut-être dévoiler un secret ici. Lorsque l'ambassadeur du Cameroun prenait fonction au Cameroun, il était venu avec une feuille de route précise. C'est-à-dire, il avait certaines données géopolitiques du Cameroun, certaines données sociopolitiques également, qui disaient que il y a un président qui a déjà passé plus de 30 ans au pouvoir et que ce pays préparait des élections et qu'il fallait qu'il veille au bon fonctionnement, au bon déroulement de ces élections. C'est-à-dire qu'elles se déroulent dans la plus grande démocratie possible. Donc je crois que c'est dans ce sens-là, c'est dans ce filon qu'il s'est cru le devoir de rappeler à M. Biya qu'il devrait déjà penser à l'héritage qu'il peut laisser au peuple camerounais en prenant les exemples de George Washington ou bien alors de ça vient noyer tout Mandela. ce que certains pensaient, en tout cas que l'ambassadeur prenait ou alors faisait à sa tête. Pourtant, il vient mettre en pratique ce qui lui a été confié comme directive. Bien évidemment, je ne pense pas que ce soit une sortie malencontreuse. Ça peut être la vision du gouvernement Trump sur le Cameroun. Et le gouvernement camerounais, en conséquence, ne devrait pas prendre cette sortie à la légère, puisque après le président Hollande qui avait taxé certains présidents des présidents qui s'accrochent au pouvoir, M. Trump également pense que ça en est trop de voir des présidents qui passent plusieurs dizaines d'années au pouvoir. Donc M. Balerin, je pense qu'il est venu traduire tout simplement dans les mots, parce qu'on n'est pas encore dans les actes, dans les mots, ce que pense le gouvernement Trump. Donc, Yaoundé devrait se préparer à ce que on ait de plus en plus ce type de volet de bois vert. Et il y a même un de nos confrères qui a fait mention de ce que ce n'est que le début et on risque de voir de plus en plus les États-Unis ou alors d'autres puissances occidentales s'ériger contre l'alternance, contre le régime du président Biya. Mais je pense que pour revenir à la question qu'on m'avait posée tout à l'heure, je pense que même s'il y a ces faits, ces petits coqs en jambes des États-Unis au Cameroun, les relations diplomatiques bilatérales, économiques entre les deux États restent
très bien, parce qu'il y a quand même 3 semaines, les États-Unis ont quand même doté l'armée camerounaise de 2 avions de reconnaissance, ce qui prouve que sur le plan militaire, il y a une certaine entente. Sur le plan économique également, le Cameroun et les États-Unis. Et il y a un communiqué en tout cas qui félicite le chef de l'État pour l'organisation de la fête de l'unité nationale. Tout à fait, donc ça veut dire que... ça vient toujours des États-Unis. Voilà, ça veut dire que cette anicroche n'est que... comment dirais-je, en tout cas les relations bilatérales entre ces deux pays sont bonnes, même si la superpuissance que les États-Unis se croient avoir le droit de rappeler, pas seulement aux États africains, mais également à certains autres pays occidentaux, qu'il faut respecter les grands principes de liberté et les principes de démocratie. Donc le Cameroun n'est pas en marge de ce rappel. Je pense que l'ambassadeur des États-Unis est pleinement dans ce rôle. Il n'y a pas affrontement. Le sous-titre d'émergence, affrontement Yaoundé-Washington, ce n'est donc pas... Non, il n'y a pas d'affrontement. Voilà. Le Cameroun ne peut jamais affronter les États-Unis, puisque le Cameroun, c'est un tout petit pays face à une superpuissance mondiale. Mais je pense que sur le plan politique et sur le plan diplomatique, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun aurait peut-être mieux fait de le rappeler, pourquoi pas en aparté, mais pas devant les caméras, parce que ça a quand même été un énorme coup de semence qu'il a planté au gouvernement camerounais de le dire. En Mondovision, c'est ce qui a bien évidemment suscité ce tollé général, un tollé général qui a complètement diviser la classe politique camerounaise, parce qu'il y a les pro-BIA et il y a les contre-BIA. La une d'ailleurs de nos confrères de la Nouvelle Expression en dit long sur la sortie de Achille Mbembe et Dieudonné Somba. Très bien. Alors donc, le même journal Émergence parle aussi, en dehors de ces 3, à côté de ces 13 experts, qui se prononcent sur le sujet, parlant notamment de Donald Trump. Peut-il forcer la main où Paul Biya a quitté le pouvoir? Donc il y a 13 experts qui se prononcent. Et toujours parlant de mise au point, l'ambassade des États-Unis demande d'ailleurs le rappel, puisqu'on a écrit, la presse a évoqué aussi que cet ambassadeur a été rappelé à son pays. Et ce n'est donc pas le cas, selon bien sûr. Ce n'est pas le cas, bien évidemment. Je crois que son voyage a été préparé de longue date, bien avant l'audience qu'il a eu avec le président de la République, et il y a juste eu un concours de circonstances qui a fait que, juste après cette audience, après sa sortie et après le tollé général que ça a provoqué, qu'il ait voyagé. Certains ont donc pensé que c'était un rappel de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun par son gouvernement. Non, c'était pas du tout ça. C'était des congés qui étaient préparés depuis longtemps, et le communiqué qui a été rendu public par un représentant des États-Unis, je crois, de l'Afrique centrale, est tout à fait clair. Ils ont dit que les États-Unis, c'était la vision des États-Unis par rapport au Cameroun, et que tout ce qui a été dit dans la presse et par le gouvernement camerounais n'engage que le gouvernement camerounais, et que leur ambassadeur n'a pas été rappelé. Il a juste pris un congé sabbatique et qui serait de retour au Cameroun le 7 juin pour reprendre pleinement ses fonctions le 8 suivant. Très bien. Alors, on a fini de lire ça dans le journal Émergence. On a lu également le dossier proposé par la Nouvelle Expression parlant de la crise diplomatique dans le Cameroun, dans son propre piège. C'est ce qui est contenu à la une du journal, dans le dossier en tout cas, de la page 5 à la page 8. Et toujours à la une d'un autre journal, c'est bien entendu Info Matin qui parle de divulgation des secrets de la gendarmerie, le rappel à l'ordre de Galax Etoga, qui fait savoir que désormais, les hommes en tenue, les gendarmes précisément, ne vont plus prendre la parole n'importe comment, comme c'était le cas il y a quelques temps encore. Il s'est adressé à, M. Toga s'est adressé à la gendarmerie, qui est son secrétariat d'État, le secrétaire d'État dont il a la mission. Mais bien avant lui, il y a le ministre de la Défense qui avait déjà rappelé à l'ordre les militaires du fait des informations qu'ils divulguaient dans les réseaux sociaux et dans les médias. Et malheureusement, avec la sortie de M. Etoga, on a l'impression qu'ils n'ont pas été entendus. Des documents confidentiels continuent d'être divulgués dans les médias et sur le net, et les prises de parole de certaines personnes de la gendarmerie continuent également d'avoir libre cours. Donc il a donc rappelé à ces personnes leur devoir de réserve, mais également en leur rappelant que la situation, le contexte est assez compliqué pour qu'ils prennent la parole sans l'aval de la hiérarchie. Donc je crois que c'est une sortie opportune pour des faits qui sont extrêmement malencontreux, parce qu'il y a quand même des canaux officiels qui appartiennent à la défense ou alors à la gendarmerie, où ces informations devraient être la grande miette, bien évidemment. Et malheureusement, elle est devenue une grande bavarde, non seulement du fait de ces documents confidentiels qui se retrouvent dans les réseaux sociaux et dans les médias, mais également de certains responsables de la gendarmerie et des militaires qui se retrouvent devant les médias pour dévoiler ce qui ne devrait pas être dévoilé devant le public. Et pourtant, il existe des canaux militaires et des canaux adéquats, propices
pour divulguer ce type d'informations, malheureusement, se retrouvent parfois dans la rédaction, soit dans les réseaux sociaux, ou alors eux-mêmes se retrouvent en train de dire ce qu'ils ne devraient pas dire, et sans la permission de leur hiérarchie. C'est la raison pour laquelle M. Toga a pondu ce message porté, il ne s'agit pas d'un communiqué, ce message porté pour rappeler alors à l'ordre des uns et les autres. Très bien. Alors, c'est le journal Info Matin qui rappelle cela, qui a sauté sur l'occasion, sur ce message, en fait, pour essayer de sensibiliser davantage et porter tout cela dans la presse aussi. Et le journal Le Sahel de ce matin s'intéresse à la presse privée, avec comment l'État maintient les entreprises dans la précarité. On l'a vu, les directeurs de publication sont réunis à Yaoundé pour essayer d'étudier la question et faire des propositions au gouvernement. L'État maintient la presse privée dans la précarité. Je crois que c'est un titre assez dur, mais quand même qui révèle une réalité triste. Bien évidemment, lorsque nos confrères disent que l'État maintient la presse privée dans la précarité, c'est certainement allusion à cette aide publique à la communication qui est encore bien maigre, contrairement aux exemples qu'on voit dans d'autres pays où l'aide publique à la communication frôle le milliard de francs CFA, alors qu'au Cameroun, avec plus de 600 titres, on en est encore à peine à moins de 500 millions de francs CFA, 300 millions de francs CFA à distribuer sur les titres qui auront été choisis dans ce cas-là. C'est une réflexion perpétuelle depuis les états généraux de la communication, dont l'application, dont les résolutions attendent encore d'être appliquées. La presse privée se meurt de plus en plus, non seulement par manque de moyens, mais également par l'accès aux sources d'information. Vous savez que c'est une autre partie de la crédibilité, l'objectivité et la liberté de la presse. Malheureusement, du fait de l'État, la presse privée n'a pas toujours accès à l'information et on déroule plutôt le tapis rouge aux médias. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui la presse à gage, carrément, à défaut d'avoir l'information, il faut créer, peut-être de manière négative, en tirant parfois sur des personnalités. Oui, là, je pense qu'à ce niveau, la presse privée elle-même se tire une balle dans le pied parce qu'on a beau ne pas avoir de moyens, on a beau ne pas avoir l'accès facile à l'information, mais on devrait quand même rester professionnel et respecter la déontologie qui sont des principes, qui a des principes sacro-saints pour notre métier. Et malheureusement, vous avez dit qu'il y a une certaine presse à gage qui malheureusement devient une presse qui soit fait le lit d'une certaine information ou alors tire à boulet rouge sur certaines personnalités. Mais je pense que quelles que soient les conditions difficiles qu'elles sont, le journaliste devrait rester un journaliste objectif, il devrait rester celui-là qui respecte les règles de la déontologie. Sinon, on ne ferait plus du journalisme, on ferait plutôt soit de la propagande ou alors de la presse à gage, comme je l'avais dit. Mais je crois que également que l'État, c'est l'acteur central qui devrait venir permettre à la presse privée d'émerger, non seulement en créant les conditions économiques pour que cette presse émerge, mais en donnant l'égalité des chances, qu'on soit de la presse privée ou de la presse publique, à accéder à un certain type d'information. On a vu le quotidien de l'économie qui était forcé à prendre qui a fait toute une une en disant que malheureusement ils ne peuvent plus exercer parce qu'ils avaient des factures qui étaient impayées. C'est l'arbre qui cache la forêt. Tous les journaux, tous les médias privés aujourd'hui sont confrontés à ces situations et comme je le disais tout à l'heure, l'État, il appartient à l'État d'augmenter, pourquoi pas, la cagnotte qui est attribuée à la presse privée en termes d'aide publique à la communication, mais surtout permettre aux journalistes de la presse privée d'accéder librement à l'information qui est aujourd'hui l'apanage seulement des médias gouvernementaux que sont la CRTV et Cameroun Tribune. Très bien. Alors, donc, c'est l'Œil du Sahel qui est revenu sur le sujet ce matin en parlant de la presse privée, comment l'État maintient les entreprises dans la précarité. Vous pouvez lire également l'article en page 2 de l'Œil du Sahel. La Nouvelle Expression parle également de l'affaire Manche BBC et compagnie. Le verdict sera connu ce jour à Yaoundé. On sait déjà que le tribunal militaire de Yaoundé se prononcera sur la peine à infliger donc aux 7 prévenus reconnus coupables. Mais écoutez, je crois que c'est une affaire extrêmement grave et que tout le monde attend. Tout le monde attend ce verdict parce que les faits qui sont reprochés aux 7 prévenus, dont le célèbre confrère Manchou Bibixi, sont extrêmement graves. Je cite par exemple la rébellion simple, outrage à compte constitué à fonctionnaire, révolution, propagande de fausses nouvelles, actes de terrorisme. Je pense que ce sont des actes très graves qui leur vaudra au maximum la peine de mort. Alors, la dernière audience d'hier a vu les plaidoiries de la défense, qui ont demandé tout simplement que le droit soit dit. Le droit soit dit conformément à la loi. Et ils ont relevé, bien évidemment, quelques entorses qui ont été
relevés lors de la procédure et finalement, ils ont dit que le dossier était quasiment vide. Ce qu'on reprochait à leurs clients n'existait pas du tout. Alors, ils ont donc demandé que le droit soit dit, mais demander du tribunal militaire de Yaoundé également d'être clément. Dans le compte rendu de la presse, quand même, on comprend que ce sont des citoyens camerounais, mais ils ont un passé quand même pas sombre, ils ont un passé tout à fait propre et clair, et que ce sont juste ces faits posés lors de ces manifestations qui ont contribué à ce qu'ils soient interpellés. Tout à fait, ce sont des éléments qui ont été soulevés par la défense en disant qu'ils avaient des casiers judiciaires vides et qu'ils se sont très bien comportés lors de leur détention à la prison centrale de Kondengui. Donc, ces éléments devraient en réalité jouer en leur faveur pour que le verdict ne soit pas celui de la peine de mort. C'est une bonne plaidoirie. Mais ils ont également relevé... à une libération, par exemple? Je ne sais pas. Je crois que nous sommes ici dans les séquelles judiciaires et appartiendra seulement au tribunal militaire de Yaoundé. Simplement du tribunal militaire de Yaoundé soit les libérer, soit les acquitter, ou alors de prononcer la peine de mort contre eux, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Mais il y a un autre volet qui est subsidiaire à celui de leur culpabilité. Il y a le volet dommages-intérêts qui s'élève, je crois, à 599 millions de francs CFA de dommages-intérêts. Que 500 millions de toute façon, voilà, c'est contenu dans la presse. Qui a été demandé par des personnes qui se sont constituées partie civile, mais également l'État du Cameroun qui ici s'est également constitué partie civile. Je pense on a vu également, selon bien sûr l'article ce matin, qu'il y a certains membres du Conseil qui étaient absents pour des raisons que l'on n'a pas évoquées. Maître Mouna, par exemple, Akere Mouna qui n'était pas là, Maître Tchunga et autres. Je crois qu'ils se sont dessaisis de dossiers depuis longtemps parce qu'il y avait beaucoup d'entorses dans la procédure qui avait libre cours. Ben, les plus ténaces, Maître Sim et l'autre avocat, je pense qu'ils ont tenu à conduire la procédure jusqu'à la fin et c'est eux qui ont plaidé en faveur de leurs clients hier. Maître Assira. Voilà, Maître Assira. On espère tout simplement que, comme ils l'ont demandé, le tribunal sera clément et qu'on n'arrivera pas à la peine de mort. C'est la peine capitale à laquelle c'est cet accusé en cours. Et bien évidemment, les avocats ont trouvé que les dommages et intérêts de près de 600 millions sont un peu exorbitants et qu'il faudrait en principe revoir ce montant, soit à la baisse ou alors totalement l'effacer. Très bien. Alors, on a lu l'article. L'article est contenu dans le journal La Nouvelle Expression en page 3. Qu'est-ce qui est attendu en tout cas aujourd'hui? On sait que le verdict sera connu ce jour du côté de Yaoundé du tribunal militaire sur l'affaire qui concerne justement Mancho BBC et compagnie. Et c'est en page 3. Et toujours dans le même journal, dernier public, il y a un compte attribué à Lamine Ousmane Meh qui préoccupe la CONAC. La CONAC qui investigue depuis quelque temps s'est rendu compte qu'il y a un compte logé à la Société Générale à Paris, et on parle pratiquement 2 milliards de francs CFA appartenant donc à l'ancien ministre des Finances. Écoutez, c'est une affaire grosse qui a libre cours depuis un moment. Je crois que la plupart des rédactions ont eu ce document signé de Dieudonné Massigam, ce qui dit effectivement qu'il y a un certain montant qui a été logé à la Société Générale de Paris et qui serait géré par le ministre, l'ancien ministre des Finances, M. Alamine Ousmane Meh. C'est suite à une enquête même si l'ambassadeur du Cameroun à Paris dit qu'il faut également prendre ça aussi. Avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de pincettes. Moi, je pense que... Il y a des éléments qui manquent de toute façon. Oui, moi je pense que nous sommes en train d'approfondir l'enquête, mais c'est extrêmement grave. Si les faits sont finalement révélés, c'est extrêmement grave parce que tel que le communiqué a été rendu public, M. Alamine Ousmane Meh serait le seul gestionnaire de ce compte. Et pourtant, ce sont des fonctions qui sont dévolues à la Société nationale d'investissement, la SNI, qui est la seule habilitée à investir au nom de l'État. Et pourtant, M. Alamine Ousmane Meh, conformément à ce communiqué, aurait acheté des titres, au nom de l'État du Cameroun dans certaines sociétés à Paris, pour le compte de l'État du Cameroun, et pourtant c'est une mission qui est dévolue exclusivement à la Société nationale d'investissement. Alors la CONAC, donc, après avoir mené ces investigations, se sont rendu compte qu'il existait bien évidemment cette somme dans un compte logé dans une banque de France, mais on n'y voyait aucun titre, on n'y voyait pas non plus les sociétés dans lesquelles les actions du Cameroun sont logées, ni moins des dividendes qui sont issus de l'achat de ces actions. C'est la raison pour laquelle il a donc adressé une lettre au ministère, à l'ancien
ministre des Finances, pour clarifier la situation. Donc, nous les journalistes, bien évidemment, nous sommes en train d'approfondir la réflexion pour voir d'abord si c'est un document authentique. S'il l'est, je pense que nous sommes en face d'une affaire d'État, une grosse affaire d'État qui implique l'actuel ministre, l'ancien ministre des Finances. Très bien. C'est un article à lire donc en page 2 de la Nouvelle Expression de ce matin, parlant de ce compte attribué à Ousmane Alamine Ousmane Meh, qui est l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui ministre de l'Économie. Donc on peut davantage lire, et le travail qui est fait par la CONAC sur le terrain. On va dire un mot avant de sortir de cette émission intégration qui est dans les kiosques qui parle de la crise anglophone, avec les 21 câbles diplomatiques français qui accusent quand même le Cameroun. Bien écoutez, nos confrères du journal Intégration sont bien introduits en ce qui concerne les secrets des diplomates. Et je crois que c'est également eux qui étaient parmi les journaux qui ont révélé l'affaire Wikileaks. Je pense que il y a effectivement des câbles diplomatiques qui sont très très défavorables au Cameroun. Et il n'y a pas que les Français, il y a également les Américains et d'autres capitales occidentales qui estiment que le Cameroun n'est pas un pays très très démocratique et un pays violeur des libertés et des droits fondamentaux. On voit la période justement entre 1961 et 1985. Voilà, je crois que ça coïncide également avec cette affaire de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Donc ce sont des faits qui ne trompent pas. Le moment où ces câbles sont rendus publics, pour moi, inquiète un peu parce que le Cameroun est quand même à la croisée des chemins. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent en ce qui concerne l'alternance au pouvoir, la retraite du président de la République, mais également ça intervient à un moment où le Cameroun connaît quand même quelques poches d'insécurité. Je ne vais pas les rappeler ici, donc ça devrait nous interpeller tous parce que tout le monde sait que en dépit de ce qu'on ne voudrait pas être un État qui est encore sur le joug du paternalisme. Est-ce qu'avec ça, par exemple, un titre comme celui-ci, on va dire que la presse enfonce le clou la presse est dans son rôle. Elle n'enfonce pas le clou parce que si on a intercepté ces câbles, il faudrait bien évidemment les rendre publics. Et c'est une situation qui est connue de tous les Camerounais. Davantage de ces diplomates qui pensent que le Cameroun est aujourd'hui un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais je pense que ça devrait nous interpeller parce que le Cameroun, comme je disais, est à la croisée des chemins. Il y a des poches d'insécurité et on devrait penser déjà à l'après-Paul Biya. Si ce sont les diplomates de l'extérieur, les câbles diplomatiques qui viennent nous rappeler qu'on devrait penser à ces questions, c'est extrêmement grave. Ces volets de notre vie politique devraient déjà être pensés d'abord ici par nous, afin qu'on ne soit pas accroché à tout moment sur des câbles qui nous viendraient de l'extérieur. Très bien. Alors, donc, c'est Intégration qui propose également tout un dossier sur la question ce matin, parlant donc de la crise anglophone avec les 21 câbles diplomatiques français qui accusent d'ailleurs le Cameroun. On peut lire tout cela dans ce dossier. Et aussi, on va dire un mot, peut-être, on nous apprend qu'il y a encore 2-3 minutes, on va dire un mot sur le SWAT hebdomadaire qui s'intéresse au syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, à qui profite la déstabilisation. C'est la question que vous savez que c'est un secteur, le transport, c'est un secteur très névralgique. Lorsqu'on parle du syndicat national des transporteurs du Cameroun, c'est cette organisation qui s'occupe du corridor Douala-N'Djamena-Bangui avec de très gros intérêts. Et on se rend compte qu'au sein de ce syndicat, il y a bien évidemment des courants. Il y a un courant qui est dirigé par M. Pierre Simé, mais il y a un autre courant qui pense que M. Pierre Simé, c'est quelqu'un d'illégitime et c'est à eux de défendre les intérêts des transporteurs. Ce courant est représenté par M. Ibrahim Ayaya. Et je pense que l'affaire est aujourd'hui en justice sur qui est légitime ou pas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une tentative de déstabilisation. C'est des conflits d'intérêts. C'est des conflits d'intérêts qui quittent la route, qui quittent les corridors pour se retrouver aujourd'hui dans les prétoires. Et je pense que seuls les tribunaux peuvent nous dire qui est effectivement au sein de ce syndicat. Merci à vous, Georges Sémé. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Vous aurez le temps de boire un verre d'eau parce que vous allez finalement retrouver celle ce matin. Pourtant, d'autres personnes étaient aussi invitées. Alors, je vous souhaite un bon week-end et surtout à vous aussi. Passez un très bon week-end. Surtout, n'oubliez pas les rendez-vous du week-end également sur Equinox Télévision. Droit de réponse dimanche entre 12h et 13h30. Et juste après, vous avez dimanche avec vous aussi, avec Serge Alain Autou et d'autres rendez-vous également sur Equinox. Bon week-end et à lundi, 9h.